les activités, la journée. La journée va très bien. Et de ton côté? Oui, ça va. Et bienvenue à Abidjan. Ouais, merci, un peu fatigué, mais ça va. Mais c'est pourquoi je n'ai pas voulu même te gêner. Oui. Oui, oui. Ah. Ok, donc Un je peu vais te fatigué, laisser. mais Ça va aller, c'est ça. ouais. Donc je vais te laisser la parole. D'accord. Ok, merci. Voilà. Je dis merci beaucoup à tous les élèves de la classe. Je leur dis infiniment merci pour tout le soutien et leur constance depuis que nous avons commencé cette lutte-là. Cela fait au moins 3 jours et moi, je n'ai pas pu intervenir, mais dû à des contraintes, je pense que tout est rentré en ordre. Je suis arrivé à Abidjan hier. Je pense que grâce à vos prières, tout s'est bien passé. Et de là où j'étais à Provo. Donc j'aimerais, je ne sais pas, vous dire merci et merci beaucoup pour tout le soutien. Peut-être vous avez parlé des sachets plastiques dont le gouvernement avait annoncé la suppression en grande pompe. Mais une chose est de constater que le gouvernement qui avait pris cette décision d'interdire l'utilisation et la production, l'utilisation et la détention des sachets plastiques a vite fait, je ne sais pas pour quelle raison, n'a pas pu appliquer la loi. Et dans un premier temps, le gouvernement semblait être sur la bonne voie et sur une bonne lancée pour pouvoir mettre fin, en tout cas à la fabrication et à l'utilisation des sachets plastiques. Mais comme il est de coutume en Côte d'Ivoire, c'est le seul pays, en tout cas le pays où on prend des lois, on vote des décrets, mais dans l'application, on ne sent pas la Côte d'Ivoire à ce niveau. Mais je vous assure que si vous enlevez l'utilisation ou encore le problème des sachets plastiques dans la pollution de la ville d'Abidjan ou encore dans nos villes, vous allez comprendre qu'il n'y aura plus de pollution. Mais les sachets plastiques sont en grande partie ces déchets-là qui polluent et qui salissent nos routes, les caniveaux. Mais je crois qu'il y a des études même qui ont montré que le sachet plastique, il ne pourrit pas. Et donc, l'État qui avait pris cette décision, qui avait été applaudie par tout le monde. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, on continue de fabriquer, et voire même fabriquer des sachets encore plus solides que ce que nous en avons dans le temps. Mais moi, je crois que l'État a failli à ce niveau et il est plus qu'important de réactiver cette loi-là et de la faire appliquer. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Quand vous regardez ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, sur le plan des infrastructures, nos routes qui sont en train d'être bitumées, mais vous voyez, les gens ils passent, et il a un sachet dans sa main, et ce n'est même pas son problème. Il finit de boire son eau, mais tu vas aller trouver même qu'il y a une poubelle à côté de cette personne-là. Au lieu de mettre le sachet dans la poubelle, la personne préfère jeter le sachet par terre et de laisser la poubelle vide. Mais on nous dit oui comme ça, que c'est la population qui doit appliquer, comme on appelle cette loi. Moi, je suis désolé de dire ça à l'État. Quand vous ne pouvez pas faire quelque chose là, mais inutile de déranger les gens avec cette loi. Mais l'utilisation des sachets produit tout. L'utilisation de ces sachets va produire tout. Des usines. Mais si vous avez été incapable de dire à ces industriels-là d'arrêter la fabrication de ces sachets, mais pourquoi vous voulez mettre ça sur la population? Et c'est là, moi, je ne suis pas d'accord avec l'État. Quand on veut lutter contre quelque chose, il faut attaquer cette chose-là par la racine. Mais pourquoi l'État, je ne sais pas, et il y a des gens qui passent par derrière pour prendre de l'argent avec ces industriels-là et pour tuer la lutte.
Mais ce ne sont pas les populations qui prennent l'argent avec ces industriels-là. Ce sont les cadres même, ceux qui sont censés, comment on appelle, voter les lois et appliquer les lois, faire appliquer les lois. Ce sont ces mêmes personnes-là qui vont dealer avec les industriels-là. Et ça fait qu'à un moment donné, on ne peut plus lutter efficacement contre ce phénomène-là. Mais qu'est-ce que la population doit faire? Donc moi, j'ai dit de laisser tranquillement la population. Maintenant, ce que nous pouvons faire au niveau de la population, c'est de sensibiliser ces populations-là, puisque l'État a été incapable de faire interdire l'utilisation de ces sachets-là aux industriels. Ce qu'on peut faire au niveau de la population éclairée, c'est de dire aux populations qu'il ne faut pas jeter les sachets plastiques par terre. Quand tu finis de boire un sachet d'eau, il faut bien la mettre dans une poubelle. Et donc, la mettre dans une poubelle, ça ne coûte rien. Et ça, quand tu le fais, ça devient un acte citoyen. Et toi-même, là, en le faisant, tu deviens fier de toi-même parce que tu as accompli un acte citoyen. Parce que si on veut regarder l'État pour agir, on ne va rien faire et les risques seront toujours sales. Parce que l'État a failli à la base. Ce que l'État devait faire, l'État a failli à sa mission. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Moi, je n'ai pas besoin que les gens soient d'accord avec mon analyse, mais moi, c'est ce que moi je vois. Moi, personnellement, moi, je n'ai jamais vu un sachet d'eau et je l'ai jeté par terre. Et je cherche toujours une poubelle. Même quand je ne trouve pas une poubelle dans mon entourage, je suis obligé d'attraper ce sachet-là au cours de mon chemin. C'est forcé, moi, je vais trouver une poubelle. Mais combien de citoyens le font? Et donc, l'État devrait quand même plutôt voir cet aspect-là et faire appliquer la loi là, à ces industriels-là. Sinon, moi, je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et moi, je le dis, et chaque année, chaque jour, il y a des usines qui fleurissent. Et ces usines-là qui fleurissent là sont dans la fabrication de ces sachets plastiques. Ils nous ont trompés avec ces sachets dits biodégradables. Mais ce ne sont pas des sachets biodégradables. Les sachets là ont les mêmes caractéristiques que les autres sachets. Mais seulement, ce qu'ils ont écrit sur l'emballage, c'est la notion de biodégradable là qu'ils ont écrit dessus. Sinon, quand vous regardez, vous prenez les sachets plastiques et vous regardez, vous allez trouver que c'est les mêmes caractéristiques. Mais pourquoi l'État joue avec les citoyens? Pourquoi l'État joue comme ça avec les citoyens? Et après, on nous dit, quand on vote une loi, ce n'est pas à l'État de faire appliquer la loi, que c'est les populations qui doivent appliquer la loi. Mais moi, je suis désolé, éclaireur. Moi, je suis désolé de le dire. Mais pourquoi, si on veut regarder bien ce qui se passe au Rwanda, mais le Rwanda n'est pas différent de la Côte d'Ivoire. Si le Rwanda a pu réussir à appliquer cette loi, comment on appelle, à contrer les industriels là, à changer leur mode de fabrication et de venir fabriquer des sachets biodégradables, mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui ne peut pas faire. Nous avons tous les moyens. L'État ivoirien a tous les moyens de faire appliquer, en tout cas, cette loi-là aux industriels. Mais regardez au Rwanda. Quand vous rentrez à Kigali, mais vous êtes épaté par la beauté de la capitale. Mais qu'est-ce qui manque à Abidjan? Et que rien ne manque à Abidjan. Mais l'État même là, crée les conditions pour ne même pas que les gens appliquent la loi. Mais pour qu'une loi soit appliquée, mais on l'applique au plus haut niveau. Quand on l'applique au sommet, vous allez voir, ceux qui sont en bas sont tenus d'appliquer la loi. Mais vous ne le faites pas, et après c'est les pauvres citoyens, vous allez accuser. Et que là, vous avez quelque chose à ajouter. Effectivement, c'est la non-poursuite des lois qui a été un problème. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le gouvernement actuel s'est beaucoup habitué à prendre de belles lois, mais qu'il n'a pu pas jusqu'à aller vers la fin. On a vu des États comme le Rwanda qui ont implémenté et qui ont pu réussir. Mais là aussi, il y a une grosse erreur, c'est que le gouvernement n'avait pas étudié aussi la faisabilité, même en mettant un substitut, un moyen de remplacement en place. Les gens étaient habitués aux sachets, on dit bon, on ne veut plus voir les sachets, on donne un temps pour que ça ne soit plus là. Mais qu'est-ce qu'on mettait en place? Dans un premier temps, on aurait pu quand même beaucoup plus travailler sur cette habitude-là et essayer de mettre une solution alternative. Ça aussi, ça peut expliquer le fait que cette loi n'est pas appliquée. Et surtout dans nos mentalités, il y a des gens qui ont encore ce courage malsain d'être des gens qui peuvent jeter l'ordure sans se dire que c'est eux qui salissent notre environnement. Et demain, on est étonné que tout est sale. C'est nous-mêmes d'abord, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut qu'il y ait de la discipline.
Sinon, tu ne peux pas jeter comme ça les ordures, mais malheureusement, c'est la culture encore pour beaucoup de personnes et ce n'est pas une bonne chose en tout cas. C'est ça. Donc moi, je pense que l'État gagnerait mieux, en tout cas, à revoir cette loi-là. Et si l'État veut réellement lutter contre ce phénomène-là, je crois qu'il est plus que nécessaire, comme tu l'as dit, de réétudier encore ce dossier-là et voir un peu qu'est-ce qui pourrait être fait à ce niveau-là pour permettre à nos routes de respirer. Parce que quand vous regardez un peu les inondations, et moi je peux même dire que c'est l'un des problèmes même. Regardez les inondations. Mais ces déchets solides, la plastique, là, viennent boucher carrément les passages d'eau. Mais quand l'eau n'a plus de passage pour sortir, mais l'eau est obligée de sortir de son lit. Quand l'eau sort de son lit, mais les conséquences, on les connaît. On n'a même pas besoin de dire ça à quelqu'un, les dégâts que l'eau cause. Et donc, chaque année, l'État va venir compter les morts, l'État va venir compter les dégâts et venir dédommager les gens. Mais et si on met une vraie loi en place, faire appliquer ça, étudier ce phénomène-là, mais l'argent qu'on prend chaque année pour venir dédommager les gens, mais cet argent-là peut servir à construire des hôpitaux, comment on appelle, à construire des salles de classe. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire est championne dans la prise des décisions des lois, mais dans l'application, c'est zéro. Moi, je continue pour parler de Laurent Gbagbo, de l'opposition improductive, qui pense que la Côte d'Ivoire est les chats gardés, mais malheureusement pour eux, la Côte d'Ivoire n'est pas leur propriété privée. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Vous avez parlé de l'attaque du camp de Tati, mais je pense que pour les observateurs avertis, cela ne devrait même pas être une surprise pour ces personnes-là. Mais quand on connaît la haine viscérale que Laurent Gbagbo et sa clique ont pour le président Alassane Ouattara, mais ça ne nous étonne pas. Mais puisque ils ont tenté par tous les moyens, ils ont fait toutes les tentatives pour renverser le pouvoir du président Alassane Ouattara et ils n'ont pas pu le faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir hors de la Côte d'Ivoire, aller chercher d'autres alliés, aller chercher des points de chute pour pouvoir renverser le pouvoir. Mais malheureusement pour Laurent Gbagbo, il ne pourra même pas le faire. Mais aujourd'hui, tout est clair. Mais chers élèves de la classe, ne pensez pas que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas informé des coups bas de Laurent Gbagbo. L'État est bel et bien informé des coups bas de Laurent Gbagbo. Mais on le laisse faire et on verra ce que ça va donner. Puisque aujourd'hui, quand vous regardez Alassane Ouattara, qui est venu tout changer en Côte d'Ivoire, qui est venu montrer les lacunes, qui est venu montrer les carences de Laurent Gbagbo et de Henri Konan Bédié, aujourd'hui, ils ne peuvent jamais digérer ça. Mais en 2002, disons en 2000, Laurent Gbagbo a été élu sur la base de quel programme? Que Laurent Gbagbo nous dit le programme qu'il a proposé aux Ivoiriens qui ont permis qu'il soit élu à la tête de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo ne peut pas dire ça à quelqu'un, puisque c'est des personnes qui n'ont jamais su rien faire en Côte d'Ivoire, qui n'ont jamais proposé quelque chose de concret aux Ivoiriens. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu, mais tout ce qu'ils sont en train de faire, et Laurent Gbagbo va être candidat, et Laurent Gbagbo sera ceci, Laurent Gbagbo sera cela, mais vous pensez que Laurent Gbagbo va être candidat pour venir travailler pour les Ivoiriens? Non. Laurent Gbagbo veut le pouvoir pour le pouvoir. Aujourd'hui, regardez la paix économique de la Côte d'Ivoire. Regardez tel que le président Alassane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire. Mais vous regardez, tous les voyants de l'économie sont verts. Mais Laurent Gbagbo, il le sait très bien. Quand bien même ce n'est pas une économie, il a dirigé le pays. Il sait quand le pays, quand ça va dans le pays, Laurent Gbagbo le sait. Quand ça ne va pas, Laurent Gbagbo le sait. Mais présentement, Laurent Gbagbo sait que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas photo en termes d'économie. Aujourd'hui, tout son souhait,
tout son programme de société, c'est de renverser le président Alassane Ouattara et venir s'asseoir au palais présidentiel et prendre ces milliards-là avec comment on appelle ça, clic. Et les Ivoiriens vont continuer de souffrir. Mais Laurent Gbagbo se trompe. Laurent Gbagbo se trompe. Et moi, je le dis. Et même s'il reste un seul Ivoirien en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo ne reviendra plus jamais au pouvoir. Ça, c'est terminé, ça. Il est venu au pouvoir grâce, comment on appelle, à ses amis socialistes. Et tout. Quand on est incapable de protéger son peuple, quand on est incapable d'apporter le développement à son peuple, quand on est incapable de dire, comment on appelle, à ces populations-là, que vous m'avez élu, mais je suis venu pour travailler pour vous. Mais moi, je vais rappeler à Laurent Gbagbo son slogan de campagne. Et lorsque il était en campagne, et partout sur les chaînes de télévision internationales, qu'est-ce que Laurent Gbagbo disait aux populations? Laurent Gbagbo disait quoi? Rendez-moi, donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai. Mais Laurent Gbagbo, ces populations t'ont fait confiance. Ils ont eu confiance en toi. Mais ils t'ont rendu le pouvoir. Ils t'ont donné le pouvoir. Mais dis-moi la vérité. Est-ce que tu as pu rendre ce pouvoir-là de façon positive à ces populations-là? Tu n'as pas pu le faire. La seule chose que tu as pu donner à ces populations, ce sont les escadrons de la mort, le pillage, les discours zélés et le populisme et la propagande mensongère. C'est tout ce que tu as pu donner à la population ivoirienne. Mais quand tu t'es illustré de la plus mauvaise manière, mais ne pense pas que les gens puissent te donner encore le courant. Tu es dans une voiture, tu n'as même pas pu conduire les gens à bon port. Et tu reviens dire qu'on te donne le volant, mais je suis désolé pour toi, Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'est pas un jeu. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, à l'état actuel, n'est pas un jeu. Et toi, tu es fait pour gérer la Côte d'Ivoire. Et ton intelligence ne te permet pas de gérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est gérée par un homme responsable, est gérée par un homme intelligent qui a la confiance des bailleurs de fonds, qui a la confiance des investisseurs du monde entier. Et toi, Laurent Gbagbo, dis-moi, quand tu étais au pouvoir, quel investisseur est venu taper à la porte de la Côte d'Ivoire pour te dire que je vais investir dans ton pays? Est-ce que tu peux faire le bilan des investissements qui ont été faits sous ton règne, mais tu n'en es même pas capable de le faire, tu ne peux même pas le faire, parce que tu as été un incapable, un poltron notoire. Et donc, aujourd'hui, les choses sont claires. Nous partons devant et le président Alassane Ouattara ne regarde plus derrière. Tout ce qui importe le président Alassane Ouattara, c'est le bien-être des Ivoiriens et faire en sorte que la paix règne en Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara le fait tellement bien que nous allons encore lui donner un autre mandat pour 2030. Et s'il dit qu'il n'est pas fatigué, nous allons encore lui dire de continuer jusqu'en 2035, ainsi de suite, et la Côte d'Ivoire aura la paix. Au RHDP, nous avons les compétences, mais dans ton PPACI là, quelles sont les compétences? Quelles sont les compétences avec lesquelles tu peux te vanter, Laurent Gbagbo? Mais toi, quand tu t'assois et puis tu te regardes, mais je pense que tu devrais avoir plutôt honte de toi parce que tu as renversé, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, le visage de la Côte d'Ivoire par terre. Mais ça n'est fini pour toi. Et moi, je le dis honnêtement, Laurent Gbagbo ne peut plus être le président de la Côte d'Ivoire. Et il le sait pertinemment. Mais tout ce que Laurent Gbagbo veut faire, c'est de créer la psychose au sein des populations, c'est de créer un désordre et mettre à mal le développement que le président Alassane Ouattara a impulsé depuis son arrivée à la magistrature suprême de beau pays. Mais Laurent Gbagbo, moi je te dis honnêtement, mais toi tu n'es qu'un faire valoir et tu es devenu un sujet, je ne dirais même pas un sujet utile pour la Côte d'Ivoire, mais tu es devenu plutôt un faire valoir et tu n'es plus considéré, et même au sein même de ta formation politique, et ce n'est pas parce que les gens pensent que toi tu vas venir faire quelque chose. Aujourd'hui, toi tu emmerdes les gens, aujourd'hui tu n'es plus rien et tu es fini totalement. Moi je le dis, toi tu dis que toi tu n'es pas d'accord avec le coup d'État, tu es allé chercher quoi au Mali? Ton nom cherche quoi dans l'attaque du camp de Kati? Et nous sommes informés, toutes les tentatives de déstabilisation auxquelles tu as eu à participer contre le président Alassane Ouattara. Mais c'était pour venir lui distribuer des bonbons.
Dis-nous la vérité. Et puis en avril 2020, là, avant leur truc de CNT, là, ils sont partis lui demander son avis. Il a dit qu'il est d'accord. Oui. Avec les Jerry Rawlings, là, oui. Oui. Il a dit effectivement qu'il est d'accord. Et tout ce que les gens font, quand ton lead demande, il est toujours partant. Et même quand il n'était pas encore rentré en Côte d'Ivoire, au moment où il était encore en Belgique, et à La Haye, Laurent Gbagbo participait de façon indirecte à toutes ces tentatives de coup d'État. Il le sait très bien, mais tu n'as pas pu faire quelque chose pour renverser le président Alassane Ouattara. Mais toi, tu penses que au soir de ta vie, toi, tu vas pouvoir le faire. Mais c'est une honte pour toi. C'est une honte. Mais voilà pourquoi, éclairé, il faut dire clairement aux gens que le pouvoir ne s'improvise pas. Venir à la tête d'un pays, ce n'est pas une chose facile et ça ne s'improvise pas. Mais voilà le cas palpable de Laurent Gbagbo. Rien n'avait été préparé. Parce que Laurent Gbagbo, tout ce qui était dans son esprit, Laurent Gbagbo cherchait à s'enrichir. Et il a permis les gens avec ses discours populistes, même les socialistes. Laurent Gbagbo a permis à rouler les socialistes dans la farine. Voilà pourquoi les socialistes lui avaient fait confiance et ont porté leur choix sur Laurent Gbagbo. C'est grâce aux socialistes qu'il est arrivé au pouvoir. Mais quand tu leur surprise de voir que Laurent Gbagbo n'est pas quelqu'un de confiance, n'était pas quelqu'un à qui il fallait faire confiance et lui donner le pouvoir. Vous avez même vu, d'ici même qu'il finisse même son règne, il n'était plus en notaire de sainteté avec le Parti socialiste français et même tous les socialistes du monde. Il n'était plus d'accord avec la façon que Laurent Gbagbo dirigeait la Côte d'Ivoire. Parce que quand on dit qu'on est socialiste, mais le terme socialiste, je ne sais pas comment Laurent Gbagbo définit le terme socialiste. En tout cas, moi, je ne sais pas. Sinon, pour moi, quand tu es socialiste, mais tu dois contribuer au bien-être de ta population. Tu dis que tu es socialiste et tu te réclames encore panafricain et tu n'as rien fait pour les populations. Au contraire, toi, tu es allé contre ces populations et tu as créé les escadrons de la mort pour tuer ces populations. Et donc, Laurent Gbagbo, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Et si tu étais un homme sage, je pense que tu aurais pu te calmer, aller s'asseoir tranquillement à Mama, dans ton propre village où toi tu n'as rien fait. C'est le président Alassane Ouattara qui a rendu Mama jolie. Mais tu peux aller tranquillement t'asseoir là-bas. Avec ta petite femme, comme tu la qualifies, Nadi Bamba. Tu peux aller t'asseoir là-bas. Mais tu continues de t'illustrer de la plus mauvaise manière. Tu es en train de montrer encore au monde entier que toi, Laurent Gbagbo, tu es un criminel de guerre, non repenti, tu es un criminel et tu veux encore le pouvoir pour venir tuer la population. Mais non, ne pas dire. Mais ça, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Tu n'as rien fait pour la Côte d'Ivoire. Tu n'as rien fait pour la Côte d'Ivoire. Tu n'as rien fait pour la Côte d'Ivoire. Ce que tu as fait là, tu as donné une livre, comment on appelle, tu as dit à tes 38 milliardaires là de voler. Et ils ont volé. Et donc, éclairé, il ne peut plus rien nous dire ici en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pareil pour Henri Konan Bédié. Ces vieillards-là, il faut les décourager. Il faut en tout cas leur enlever l'envie de vouloir dire qu'ils seront encore candidats. Et ça, le peuple ivoirien ne va plus accepter. Parce que, comme je l'ai dit, moi, je viens d'un voyage. J'ai parcouru le Nord et je vois ce qui est en train de se faire au Nord. Mais autant de Laurent Gbagbo, autant de Henri Konan Bédié, le Nord n'a jamais bénéficié, il ne serait que 1 kilomètre de bitume. Il n'y a jamais eu ça. Au contraire, ils ont dit que le Nord ne faisait pas partie de la Côte d'Ivoire et ce n'était pas leur problème du Nord. Mais moi, en tant que fils du Nord, quand je vois ce qui se passe au Nord, moi je dis que le président Alassane Ouattara, jusqu'en 2065, on est avec lui. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas entendre ce que moi je dis, mais moi je dis, moi je sais comment était le Nord. Mais quand je vois le Nord aujourd'hui, c'est vrai, nous demandons encore plus. Mais il faut reconnaître que beaucoup a été fait au Nord. Quand moi j'ai parcouru la ville de Korogo, j'ai pu me rendre compte de l'évolution
des routes qui sont en état de bitumage et les travaux avancent bien, j'ai pu me rendre compte de l'évolution du stade de Korowo, j'ai pu me rendre compte de l'évolution de l'hôtel de la Cannes, j'ai pu me rendre compte de l'évolution de la cité Cannes et j'ai pu me rendre compte du lycée d'excellence qui est en construction à Korowo. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais il y a un grand lycée d'excellence qui est en construction à Korowo. Et sur la route de l'aéroport, j'ai pu me rendre à l'aéroport et j'ai vu la qualité de l'infrastructure. Et vraiment, je dis, beaucoup est fait. Il y a beaucoup de routes qui sont en train d'être bitumées, mais la seule chose que moi j'ai dit, c'est la route de Korowo-Mbengue. Et cette route-là, les informations que j'ai reçues, on me fait dire que les travaux ne vont plus durer et les travaux vont se faire. Mais je regarde l'ancienne prison de Korowo, qui n'était même plus une prison, et je dis, allez-y voir le chef-d'œuvre, la nouvelle prison qui est en construction à 10 km de Korowo, sur l'axe Korowo-Boudjali. Mais quand vous regardez l'ouvrage là, vous allez vous rendre compte que le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui est fait pour le développement. Et moi, j'ai dit, Laurent Gbagbo, c'est que c'est fini pour lui. Henri Konan Bédié, c'est fini pour ces deux vieillards-là. Nous, on avance. La Côte d'Ivoire, au moment où on parle de la globalisation et de la mondialisation, voilà encore des personnes qui veulent venir nous tirer par le bas, nous amener encore dans la politique sectaire. Mais ça, on ne va plus accepter. Il faut que ça s'arrête. Raison pour laquelle vous allez voir la démarche du président Alassane Ouattara. Et le président Alassane Ouattara a compris que la politique sectaire ne peut pas payer et ne peut pas faire développer un pays. Il faut une politique globale qui va prendre en compte toutes les sensibilisations, les sensibilités et toutes en tout cas, les bonnes personnes qui veulent que la Côte d'Ivoire avance. Voilà pourquoi vous avez vu toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire sont représentées dans le gouvernement du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous pouvons nous offusquer du retour de Mapri Tokes, mais nous allons soutenir le président Alassane Ouattara comme il a souhaité que Mapri Tokes, qui est l'un des fondateurs du RHDP, puisse revenir au RHDP pour reprendre son poste de deuxième vice-président. En tout cas, nous encourageons le président Alassane Ouattara de mettre tout en œuvre, de chercher, en tout cas, à sensibiliser toutes ces personnes-là qui veulent que la Côte d'Ivoire avance. Et nous allons le soutenir dans ça, parce que quand vous regardez, Mapri Tokes n'a pas un poste électif dominatif. Tous les postes qu'il occupe aujourd'hui sont des postes électifs. Mais qui dit poste électif doit comprendre la politique. Parce qu'un vrai leader, c'est celui qui se fait élire. On peut reprocher beaucoup de choses à Mapri Tokes, mais force est de constater que Mapri Tokes reste et demeure le grand leader de l'Ouest. Moi, ce n'est pas parce que moi je suis un soutien à Mapri Tokes, mais moi je dis les choses telles que les choses sont. On dit la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Allez-y voir à l'Ouest. On est RHDP. Toutes les personnes auxquelles le président Alassane Ouattara a confié l'Ouest, est-ce que ces personnes-là ont fait le travail? Est-ce que ces personnes-là vaut le coup? Moi, j'ai dit non. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils font un petit bonhomme de chemin, mais ils ne pourront pas faire comme ce que Mapri fait à l'Ouest. Et donc, c'est de bonnes guerres. Suivez mon regard éclairé. Moi, je n'en dirai pas plus sur le dossier de Mapri Tokes, mais je dis, je suis d'accord qu'il revienne au RHDP. Mais certes, nous n'allons pas lui pardonner tous les morts qu'il a fait tuer, mais il revient en famille, il n'a qu'à revenir, mais je l'ai dit la fois passée, Mapri Tokes, certes, il revient, mais il n'aura plus l'estime des militants, il n'aura plus la confiance de ses militants, mais toujours est-il que Mapri Tokes pouvait rester, quand il a quitté le RHDP, il pouvait rester sans rien dire et rester dans l'anonymat, mais il s'est illustré en insultant le président Alassane Ouattara de dictateur, en vilipendant le RHDP, mais aujourd'hui, il est parti avec Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, avec Guillaume Soro, qui avait promis le poste du président de l'Assemblée nationale, et il a compris que, avec le temps, que ce n'était que
une vue de l'esprit et ce n'était pas une réalité. Qu'est-ce qu'il va faire? Et étant donné qu'il n'avait pas la confiance de Laurent Gbagbo, encore moins Henri Konan Bédié, et que Dieu te Guillaume Soro. Donc Mabry Tokles, lui-même là, il s'est cassé le visage, il est revenu. Mais la seule chose qu'il faut reconnaître à Mabry Tokles, il est revenu sans complexe et une cérémonie a été organisée à la résidence officielle du président Alassane Ouattara à Cocody pour présenter le retour de Mabry Tokles. Moi, je lui dis bravo pour ce courage-là. N'eût été une autre personne, peut-être que la personne n'allait jamais le faire. Mais comme il a fait, une faute reconnue et à moitié pardonnée. Mais nous allons lui pardonner, mais ça ne voudrait pas dire qu'on va oublier ce qu'il a fait subir au président Alassane Ouattara et à tous les militants du RHDP. Et donc, moi je dis cette opposition-là, elle est morte. Cette opposition-là, elle est morte, mais ça ne voudrait pas dire qu'au sein de notre grand parti, le RHDP, que nous devons rester sur nos lauriers et que nous ne devrons pas travailler. On doit continuer comme on l'a toujours fait. Rester debout, rester mobilisé, parce que 2023, c'est pour bientôt, 2025, c'est pour bientôt. Et nous avons ces deux échéances-là très importantes. Il faut impérativement les gagner. Et moi, je l'ai dit, même quand nous étions au RDR, le RDR, bien qu'il n'étant pas au pouvoir, était avec la majorité des mairies. Et le RDR a toujours gagné les élections municipales au les pairs. Mais ce n'est pas en étant dans une grande famille que le RHDP, que nous n'allons pas gagner encore, ou bien rééditer l'exploit que nous avons fait au RDR. Et moi, je suis sûr que, et j'ai cette conviction que le RHDP va faire un razzia et aucune formation politique ne va nous dépasser dans ces élections-là. Et donc, chers militants, le président Alassane Ouattara a besoin de nous, le président du directoire a besoin de nous, le secrétaire exécutif du directoire a besoin de nous, donc nous devons rester debout et soutenir toutes les actions du président Alassane Ouattara et faire en sorte que le RHDP demeure ce grand parti dont avait rêvé Félix Houphouët-Boigny et que le président Alassane Ouattara est venu mettre ça en exécution. Je dis bravo à tous ces vaillants militants. Et je lance encore un appel à tous ces cadres-là. Respectez les militants. Il faut respecter le militant. Le militant n'a pas besoin que vous lui donnez des milliards. Le militant a besoin seulement d'une simple reconnaissance et d'un simple respect. Cela suffit largement aux militants pour qu'ils soient galvanisés. Ne restez plus dans vos bureaux. Descendez dans l'arène. Venez au contact des militants. Et c'est ce qu'on appelle un vrai cadre. Et moi, je l'ai dit, on dirait un vrai cadre ou un élu, c'est celui qui est réélu. Quand tu dis que tu es un cadre, tu es un élu, et que c'est une seule fois qu'on t'a élu, pour une deuxième fois tu as essayé, tu n'as pas pu, ça veut dire que tu n'es pas un vrai élu et tu n'es pas un vrai cadre. Et je le dis, un vrai cadre doit être élu, je ne sais pas, plusieurs fois. Donc arrêtez. Était le président Alassane Ouattara. Vous avez vu à l'Hôtel d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a dit des choses, mais il a dit de façon ironique, mais c'est la pure vérité éclairée. Et il a rappelé à ces cadres-là que les militants disent que vous êtes méchants, vous n'êtes pas les militants, mais ils disent que je suis le seul à être gentil. Mais éclairé, quand nous on parle sur la plateforme ici, il y a eu des mauvaises langues, il y a eu des personnes, comment on appelle, des perroquets de ces cadres-là, qui sont venus nous dire ici que nous on attaque les cadres. Mais est-ce que le président Alassane Ouattara a dit à l'Ivoire? Donc le président Alassane Ouattara nous a écouté. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce que nous disons sur la plateforme éclairée, il n'y a pas l'homme pour nous sur cette plateforme-là. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous dire quoi que ce soit, ou encore qui va venir nous dire d'arrêter notre communication. Vous allez souffrir de notre communication et nous on n'est pas prêts de nous arrêter en si bon chemin. Nous allons continuer de dénoncer et de proposer tout ce qui est bon pour le parti. Parce qu'un parti politique, c'est aussi des militants responsables. C'est aussi ces militants-là qui ne sont pas là et toujours
en train de dire que tout est beau, dans le parti. Non, moi je refuse d'être un mouton comme ça. C'est vrai, nous sommes des abdos-moutons, mais nous sommes des abdos-moutons très intelligents. Nous ne sommes pas des corps. Au moins une salade. Voilà, donc il faut dire ça aux gens. Et donc, nous, on va continuer le combat. Et voilà ce que je pouvais dire sur ces opposants-là. Et puis en même temps, ouvrir cette brèche-là pour parler de notre parti. Et il est important. Alors moi, je vais dire, regardez l'accueil qui a été réservé au président Alassane Ouattara au Vatican. Mais est-ce que ça, on a besoin d'aller à l'école pour savoir que le président Alassane Ouattara, il est parmi les décideurs du monde? C'est un Ivoirien de père et de mère. Mais un petit pays comme la Côte d'Ivoire, regardez l'accueil du président Alassane Ouattara au Vatican. Regardez comment il a été accueilli. Mais dites-nous, quel président a eu cet honneur, à part le président Félix Houphouët-Boigny? Donc ça veut dire que le président Alassane Ouattara, il est dans une autre dimension que nous ne pouvons même pas comprendre, en tout cas cette dimension. Nous lui disons merci et encore, il peut compter sur nous. Il peut compter sur nous. Et donc, ce qui est fait en Côte d'Ivoire, et je dis merci beaucoup au président Alassane Ouattara. Donc, éclairez, si vous avez quelque chose à ajouter avant que je ne dise le dernier sujet. Non, c'est tellement bien dit le roi que vraiment il n'y a pas quelque chose à dire. Simplement, ce que tu as dit, j'adhère complètement. Et c'est tellement bien dit, je ne veux pas dénaturer. Merci beaucoup. C'est ça. Moi, je vais parler de... Vous avez lu le texte concernant les voyous de Bamako, mais je dis éclairer, c'est déplorable et ça fait pitié. Mais vous voyez, moi je vois sur les réseaux sociaux, et comme c'est leur habitude, ils sont toujours à fond dans la propagande. Et les gens nous disent comme ça que Assimi Goïta a développé le Mali. Mais moi je suis tenté de me poser la question, mais c'est de quel Mali s'agit-il? Et c'est de quel développement s'agit-il? Mais voilà une bande d'inconscients qui vient prendre un peuple en otage. Mais regardez la souffrance des populations au Mali. Mais Assimi Goïta, pour cacher ses carences, il est obligé de se cacher derrière une prise d'otage. Mais nous étions tellement fâchés, mais je pense que le temps a eu raison. Le président Alassane Ouattara, il a eu raison. Mais regardez son silence. Et puis regardez sa diplomatie. Mais aujourd'hui, quand on vient voir Assimi Goïta, qui veut faire chanter le président Alassane Ouattara, mais moi je dis que Assimi Goïta est en train de sonner la fin de son régime. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de mercenaires. Quand vous regardez tous les communiqués, les soldats ivoiriens, déjà, c'est une grande victoire pour la Côte d'Ivoire. Et le président Alassane Ouattara a bien compris le jeu de ces voyous-là. Aujourd'hui, ils sont tous découverts. Parce que le monde entier le sait. Toutes les personnes, encore les présidents qui se sont engagés dans cette médiation, sont aujourd'hui déçus d'Assimi Goïta. Parce qu'il ne peut pas riser avec tout le monde. Mais lui, il a quelle intelligence pour riser avec le président Alassane Ouattara, pour riser avec Macky Sall, pour riser avec Boari, pour riser, en tout cas, avec toutes ces personnes-là. Mais éclairez, nous avons dit quelque chose ici, mais les gens n'ont pas prêté attention. Nous avons parlé de la médiation du Togo. Mais ce que tu as vu là, éclairé, c'est trop clair. Celui qui était commis à la tâche, on lui dit comme ça qu'il ne joue pas franc jeu. Et nous avons parlé ici, et nous on a dit que non, toutefois, de la collaboration, en tout cas de la bonne collaboration du Togo dans cette affaire. Nous avons dit ça. Nous avons dit ça, mais est-ce que c'était là, c'est la femme éclairée propriété qui a écrit? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous disons ici, mais comme on est dans le fait de l'action, nous sommes sur le direct, beaucoup d'élèves de la classe ne prêtent pas attention. Mais lisez et réalisez encore ce texte-là pour comprendre beaucoup de choses. Je dis merci beaucoup et félicitations au président Alassane Ouattara qui a bien compris le message de cette personne-là. Et moi, je pense que le Mali
va encore souffrir. Le pouvoir d'Assimi Goïta, je le dis, c'est un pouvoir qui est fini. Et ce modèle de putschiste-là, on n'en a pas besoin de ça en Afrique ici. Que ce soit en passant au Mali, à Conakry, je dis que c'est la même chanson, c'est le même refrain. Aujourd'hui, vous voyez en Guinée, c'est la même chose. Mais je dis que ces putschistes-là, il faut vite faire les mettre en déroute pour ne pas que ce soit une gangrène pour la sous-région. Moi, j'aimerais féliciter Damiba. Mais regardez Damiba. Damiba a compris très tôt qu'il ne peut même pas. Tu vas aller te mettre à dos toute une communauté sous-régionale ou encore une communauté internationale. Ton pouvoir ne fera pas long feu et c'est ce qu'il a compris. Aujourd'hui, il appelle à une synergie de forces pour combattre le Mali. Quand vous regardez, le Burkina contrôle au moins 65% de son territoire. Mais contrairement au Mali, qui ne contrôle que 40% de son territoire, Bamako et ses environs. Et sinon, tout le reste là, ça c'est pour la bande des terroristes et les indépendantistes. Je pense qu'Assimi Goïta le sait très bien. Et il sait que bientôt, ça sera sa chute. Moi, je ne vais pas me prononcer encore sur ce sujet, mais c'est bien. Et moi, je vais parler à Aïcha Koné, la prostituée internationale. Excusez-moi du terme, mais moi, je dis c'est une prostituée de tous les palais de l'Afrique. Aïcha Koné s'est prostituée dans tous les palais de l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est une femme qui est avide d'argent et c'est une femme qui a un amour fou pour l'argent. Pour elle, l'argent est la clé du monde. Et bien, elle ne peut pas s'en passer de l'argent. Donc, elle est obligée de se vendre partout dans les palais à cause de l'argent. Sinon, on le sait très bien. On le sait très bien. Quand tu penses que quand la première dame t'a fait venir en Côte d'Ivoire, la première dame là, elle attendait quoi de toi? Elle n'attendait rien de toi parce que tu ne peux rien apporter à la Côte d'Ivoire. Mais c'est seulement elle a fait l'acte là. C'est un acte d'humanisme qu'elle a posé parce qu'elle est ivoirienne. Donc voilà pourquoi elle a tenu que tu rentres au même titre que les exilés. Sur le président Alassane Ouattara, qui a pu faire rentrer les exilés, mais toi tu en faisais partie, et donc c'est ce service-là qui t'ont rendu. Mais nous, on s'en fout que tu fasses une chanson. On ne veut même pas te voir chanter pour nos soldats. Parce que quand tu chantes pour un régime, ce régime-là tombe. Nous, on ne veut pas que le président Alassane Ouattara tombe. Donc ta chanson-là, quand ça, tu peux chanter pour Mamadi Doumbouya et Assimi Goïta, il faut chanter pour ces dictateurs-là. Le président Alassane Ouattara, là, il y a tellement d'artistes, de bons artistes qui chantent pour le président. Donc ta chanson-là, ça va nous apporter la poisse. Aïcha Koné, tu es une prostituée internationale. Mais toi, c'est fini pour toi. Le fait de t'attaquer au président Alassane Ouattara, le fait de vouloir montrer ta haine au président, mais toi tu es fini et ta voix ne va plus porter en Côte d'Ivoire. On nous dit Maman Africa. Maman Africa est prostituée internationale. Toi tu es une prostituée internationale. Est-ce que tu comprends ça? Tu es une prostituée internationale. Et moi je le dis, les femmes qu'on appelle Maman Africa, mais c'est les Myriam Makeba, c'est les Myriam Makeba des femmes qui comme ça qu'on doit appeler les Maman Africa, et puis notre bien-aimée Antoinette Kona. Mais quand tu regardes cette femme, comparée à toi, mais Aïcha Koné, mais tu n'es qu'une poubelle. Toi, tu es une vraie poubelle. Même quel que soit l'argent qu'ils vont te donner, cet argent-là ne peut rien faire dans ta vie. Tu es une prostituée, raison pour laquelle ton fils est un pédophile. Tout le monde sait que ton fils c'est un pédé. Et toi-même, toi, tu as parlé de ça une fois. Ton fils est un pédé au même titre que toi, parce que tu es une prostituée internationale. Tu ferais mieux de t'éloigner des affaires de notre Côte d'Ivoire. Si tu t'en vas au Mali, le terrain qu'on t'a donné, tu vas construire ta maison là-bas et on ne veut plus te voir en Côte d'Ivoire. Bande de prostituées. Bon, et frère, voilà un peu ce que j'allais dire aujourd'hui. Je dis merci à tout le monde. Et moi, je dis, on ne va jamais négocier, en tout cas, l'intégrité physique du président Alassane Ouattara. Ça, ce n'est même pas une chose à négocier. Tu t'attaques au président Alassane Ouattara, tu nous verras sur ton chemin. Donc, il faut que ça soit clair. Tous les gens doivent comprendre que le président Alassane Ouattara n'est pas un objet qu'on doit vilipender. Le président Alassane Ouattara, c'est une personnalité internationale. Le président Alassane Ouattara,
Regardez le respect qu'on lui accorde à travers le monde entier. On ne peut pas laisser le président Alassane Ouattara dans la main de ces vulgaires personnes-là, des gens qui ne gagnent même pas 2 repas par jour et qui sont toujours dans la manipulation. Venez insulter le président Alassane Ouattara. Moi, je dis trop, c'est trop, et on va mettre ces personnes-là hors d'état de nuire. Moi, je le dis. Et s'il y a quelque chose à dire. Vraiment, c'est juste te dire merci beaucoup. Et j'ai dit à tout le monde voit le bon choix. Hein? Et nous sommes tellement confortés, nous sommes tellement sereins avec Alassane Ouattara. Comme dirait quelqu'un, il n'y a pas match ailleurs. J'ai dit aux militants d'être sereins. Cette histoire, on la mettra derrière nous et le monde s'en porterait tellement mieux. Et la Côte d'Ivoire va continuer son développement. C'est ce qui est le plus important pour nous. Faisons confiance à Alassane Ouattara. Faisons confiance à notre armée, à notre institution. C'est ce que j'allais ajouter. C'est ça. Ok, vraiment, merci beaucoup. Et je dis merci à tout le monde. Il faut dire aux gens que les cités universitaires d'Abobo ont été rénovées et elles sont prêtes à accueillir les étudiants. Et ça veut dire que réellement, quand on parle de la redistribution de la croissance, et ce sont ces actions de bonne volonté que le président Alassane Ouattara pose à travers, comme on appelle, tout ce qu'il a pu entreprendre. Et nous lui disons merci. Et quand vous voyez cette cité universitaire d'Abobo, je vous dis, vous serez épatés. Parce que nous sommes à Abobo et nous voyons. Et quand vous regardez un peu la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a connue, et cette cité-là avait été saccagée et pillée par les étudiants proches de Laurent Gbagbo, ces miliciens. Mais aujourd'hui, venez à Abobo, venez voir ces cités universitaires, vous allez comprendre la dimension du président Alassane Ouattara. Et avec tout ce qui est en train de se faire à Abobo, et je dis franchement, Abobo est la commune d'avenir, et quand vous rentrez, tellement que la commune est en chantier, ça fait qu'on a beaucoup de difficultés à sortir d'Abobo, parce qu'il y a tellement d'embouteillages, les voies de déviation qui ont été faites pour pouvoir trouver une solution ne suffisent pas. Et vous allez comprendre quand tu quittes 5 heures ton lieu de résidence pour te rendre dans ton lieu de travail, et par moment tu arrives autour de 8 heures, 9 heures, une chose qui n'est pas facile, mais éclairé, comme on le dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs, et le développement fait mal, le développement impose beaucoup de désagréments, mais tout ce que nous voyons, ces situations seront des situations qui seront encore derrière nous, et nous disons merci beaucoup au président Alassane Ouattara, et nous sommes fiers de tout ce qu'il apporte à la population d'Abobo, parce que Abobo a été le fer de lance de cette lutte-là. La lutte est payée, et donc il faut que Abobo soit quand même doté d'infrastructures, et c'est ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire. C'est une enveloppe globale de plus de 180 milliards qui ont été alloués pour les infrastructures à Abobo, et nous voyons ce qui se passe. Ça veut dire que, voilà pourquoi vous allez trouver qu'à Abobo, le président, il a sa façon de gérer les affaires d'Abobo, il a sa façon de voir les affaires d'Abobo. Aujourd'hui, vraiment, nous lui donnons raison, et aujourd'hui, nous disons qu'on n'a pas eu tort de lutter aux côtés du président Alassane Ouattara. Vraiment, franchement, je lui dis chapeau. Et donc, ça me permet de saluer quelques-uns avant de vous laisser la parole.